Les romans populaires. L'histoire littéraire est riche en paradoxes, et l'un d'eux, c'est que plus nous nous éloignons d'une époque, et plus les historiens ont tendance à réduire les œuvres à quelques titres, parfois comme s'ils surnageaient dans un océan totalement désert. Alors bien sûr, c'est une erreur de perspective qui peut s'expliquer, mais qui déforme beaucoup la réalité. Et le phénomène des romans populaires, précisément, nous en donne un exemple que je me propose d'analyser aujourd'hui, en essayant d'en souligner à la fois la diversité, la multiplicité, et surtout l'évolution que ces romans populaires ont connue au fil de quasiment 2 siècles maintenant. Alors, lorsque l'on parle de romans populaires, on est souvent amené à donner des exemples à titre d'illustration, à citer Alexandre Dumas, Jules Verne, Eugène Sue, Paul Féval, Gaston Leroux, ou bien des noms de personnages, D'Artagnan, Rocambole, Arsène Lupin, Fantomas, San Antonio. Mais qu'est-ce que le roman populaire proprement dit? De quoi s'agit-il? Alors, ce n'est pas un genre, hein, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, parce que si c'était un genre, ce serait simple de le définir à partir de quelques caractéristiques. C'est plutôt ce que j'appellerais un domaine littéraire, un champ, qui est apparu au début du XIXe siècle et qui est en fait un véritable phénomène d'une immense ampleur qui s'est manifesté en France en particulier, mais également dans d'autres pays européens. Phénomène lié au fait que depuis la Révolution française, il y a une démocratisation de la lecture, une apparition de nouveaux lecteurs, de personnes qui sont à la recherche de romans, de récits qui conviendraient à leur propre centre d'intérêt. Et donc, ce phénomène qui s'est déroulé à partir des années 1820 à peu près, c'est une adaptation d'une partie de la littérature qui va chercher à répondre à ces nouveaux lecteurs, à ce public nouveau. Et il va falloir inventer aussi des supports nouveaux, adaptés à ces nouveaux lecteurs. Alors, sociologiquement, il est un peu difficile de préciser qui sont ces nouveaux lecteurs. On en a quelques indications à partir d'enquêtes qui ont été menées assez récemment. On peut dire qu'il s'agit d'une petite et moyenne bourgeoisie. Il y a des commerçants, des artisans. Il y a aussi toute une part de domestiques, de petits travailleurs, artisans, modistes, couturiers, couturières, des cadres administratifs, des militaires, mais on y trouve aussi, ça peut nous surprendre, des professeurs, des avocats, des artistes et même parfois des médecins peu fortunés. Donc tout un public qui est prêt à accueillir des textes nouveaux, des lectures qui leur seront proposées à titre de loisir. Et au fil du XIXe siècle puis du XXe siècle, vont s'ajouter à ce public des ouvriers et des ruraux qui accèdent à leur tour à la lecture. Donc, s'il fallait donner une définition absolument, il faudrait en donner une qui soit relativement vague, c'est-à-dire qu'on va considérer comme roman populaire une œuvre de fiction, d'abord, c'est un roman avec des personnages, une intrigue, qui, à partir de sa publication, va essayer de toucher un vaste public pour répondre à ses attentes, et qui, et c'est le phénomène que nous allons voir, ne sera pas nécessairement reconnu comme appartenant à la littérature. Et c'est là un phénomène tout à fait étonnant qui se passe en France, c'est-à-dire que si on s'intéresse au roman populaire, on est amené à s'intéresser à bien d'autres réalités qui l'environnent, en particulier la sociologie, les comportements, presque la psychologie aussi. Et nous avons affaire en France à une curieuse rupture qui se manifeste peut-être chez nous d'ailleurs plus nettement que dans d'autres pays, entre ces romans populaires, souvent marginalisés, et la littérature que j'appellerais légitimée, qui en fait est très minoritaire dans le domaine de la littérature. Or, le paradoxe, c'est que cette petite frange de la littérature légitimée va se présenter comme la vraie littérature et rejeter toute la masse de la littérature populaire dans les marges, sur les côtés et parfois même en dehors de la littérature. Ces deux conceptions sont un phénomène qui a
été parfois analysé par des sociologues, hein, entre autres Pierre Bourdieu, qui va examiner comment il y a, pour reprendre ces termes, un champ de production restreinte, donc qui serait une conception élitiste de la littérature, et puis le champ de grande production, qui s'adresse à la grande masse d'un lectorat. Il y a même eu des écrivains qui ne vont viser qu'à réaliser une œuvre personnelle volontairement élitiste, comme nous le verrons. En fait, ceux qui sont marginaux, ce sont ceux-là, ceux qui s'adressent à un petit nombre de lecteurs, et la vraie littérature, à mon avis, elle se trouve du côté du roman populaire. Donc, sans avoir l'ambition de présenter, encore une fois, la diversité et la multiplicité de ce champ, je vais essayer d'en retracer d'une manière historique quelques grands moments marqués par des formes de publication, des œuvres ou des personnages. Donc arrêtons-nous d'abord sur une première date, 1836, c'est, je dirais, l'invention du roman feuilleton. Alors, il faudrait bien sûr nuancer, puisque avant 1836, on publiait déjà de manière échelonnée des textes dans des revues, mais il me semble intéressant de s'arrêter sur cette date parce qu'elle correspond à une sorte d'invention, invention d'une presse quotidienne due à deux entrepreneurs, deux patrons de presse, qui sont Émile de Girardin et Armand Dutac. Tous deux avaient préparé en 1836 la publication d'un quotidien dont l'abonnement serait d'un prix relativement peu élevé pour toucher un grand nombre de lecteurs, que les nouvelles techniques d'impression permettent désormais de réaliser dans un temps très court, d'imprimer pendant la nuit des textes écrits en fin de journée, de manière à ce qu'ils arrivent dans la boîte aux lettres des abonnés dès le lendemain matin, et grâce aussi à la publicité de diminuer le prix de ce quotidien. Et puis, Dutac et Girardin, ne s'entendant pas, vont se séparer et chacun va monter sa propre entreprise de presse. Girardin va lancer un quotidien qui s'appelle La Presse et Dutac celui qui s'appelle Le Siècle, et tous les deux vont paraître le même jour, 1er juillet 1836. C'est donc une nouveauté par rapport au fait que jusque-là, les journaux étaient plus politiques, s'adressaient donc à un public plus choisi. Ici, nous avons un abonnement moins élevé qui va permettre à un grand nombre d'abonnés de recevoir soit Le Siècle, soit La Presse à leur domicile. Et puis la nouveauté aussi de Dutac et de Girardin va être de demander à des écrivains de participer à cette entreprise de presse, de leur proposer des textes à paraître dans les journaux. Donc des romans qui vont très vite trouver une place qu'on appelle le feuilleton. Alors le feuilleton, c'est un terme technique qui désigne dans la presse le bas de la première page des journaux quotidiens, qui est traditionnellement réservé à des chroniques, des causeries mondaines, fragments historiques, des critiques littéraires, récits de voyage, etc. Et donc la littérature, elle va trouver place dans ces feuilletons en bas de la première page, mais dans un premier temps de manière épisodique, puisque le premier sera Alexandre Dumas, qui, à la demande de Girardin, va publier quelques textes qu'on pourrait appeler des chroniques historiques dans la presse, à un rythme assez irrégulier, en gros une fois par semaine. De même, dans Le Siècle, Armand Dutac va accueillir quelques auteurs renommés à l'époque, Alphonse Royer, aujourd'hui oublié, mais il fera appel aussi à Balzac pour publier un de ses romans dans cette page. Alors nous sommes encore loin des grands feuilletons qui vont apparaître quelques années plus tard, puisque je crois qu'au début, les responsables de quotidiens n'ont pas encore vu l'intérêt que pouvait représenter le fait de publier des romans dans leur page. Ils vont s'en rendre compte très vite avec une expérience qui est celle que Dutac va réaliser avec Dumas. Dumas s'est embrouillé avec Girardin, il passe dans Le Siècle. Et en 1838, un roman va paraître sur une durée de 2 mois, Le Capitaine Paul, de mai à juin 1838. Et là, Le Siècle va remarquer que pendant ces quelques mois de la publication, le nombre des abonnés augmente d'une manière tout à fait étonnante. C'est
vraisemblablement la publication en feuilleton du roman de Dumas qui a entraîné cet engouement pour le journal. Mais le véritable événement va se dérouler quelques années plus tard, en 1842, où le phénomène du roman en feuilleton va prendre véritablement une ampleur extraordinaire. C'est la publication du roman Les Mystères de Paris d'Eugène Sue dans le journal des débats de juin 1842 à octobre 1843, donc cette fois sur une durée de plus d'1 an. Et les aventures d'un personnage qui s'appelle Rodolphe, qui est un prince d'une principauté du centre de l'Europe et qui se fait passer pour un ouvrier parisien pour pouvoir jouer le rôle de justicier, venir en aide aux malheureux, protéger les faibles et lutter contre ceux qui exploitent le petit peuple parisien. Ce roman va obtenir un énorme succès en étant publié en roman feuilleton dans le journal des débats. On a des témoignages attestant que des milliers de lecteurs attendent chaque jour la suite, se précipitant auprès des abonnés pour leur emprunter le journal ou dans les cabinets de lecture où l'on pouvait, pour quelques centimes, louer un temps de lecture des journaux. Ce roman, Les Mystères de Paris, est important aussi parce qu'il va entraîner un phénomène inédit jusque-là, une sorte d'interaction entre l'auteur et ses lecteurs. En effet, il se trouve qu'un certain nombre de ces lecteurs passionnés vont s'intéresser tellement aux personnages du roman qu'ils vont parfois se projeter en eux, écrire à Eugène Sue, l'auteur, en lui disant que si Rodolphe pouvait également s'occuper de leur cas, ce serait une bonne chose, et puis pourquoi pas tel personnage qui est épisodique et a disparu, pourquoi ne reviendrait-il pas, pourquoi ne jouerait-il pas un rôle plus important, pourquoi aussi Eugène Sue, qui propose certaines réformes, n'en profiterait-il pas aussi pour s'intéresser au monde des prisons, où il se passe une véritable misère, ou bien dans les hôpitaux, ou bien proposer des créations de lieux où les vieux travailleurs qui ne peuvent plus survivre grâce à leurs besoins trouveraient une sorte de retraite paisible. Et donc, peu à peu, Eugène Sue va être sensible à ces courriers qu'il reçoit, et il va en tenir compte, transformant la seconde partie de son roman à partir de ces propositions, de ces lettres qu'il reçoit. Autrement dit, il y a un véritable effet de retour des lecteurs sur le roman qui va ainsi peu à peu devenir une sorte de porte-parole du petit peuple parisien, de ceux qui attendent une autre société, une société plus juste et plus sociale. Et puis Les Mystères de Paris est aussi un roman qui mérite l'intérêt pour sa dimension romanesque elle-même, c'est-à-dire la manière dont l'auteur le construit, c'est-à-dire qu'il y a une intrigue essentielle qui s'attache au personnage de Rodolphe et à ses actions, mais sur cette intrigue principale se greffent d'autres récits. Il y a une sorte de structure arborescente qui fait que l'on suit parfois d'autres personnages à qui il arrive d'autres épisodes, ce qui permet aussi à Eugène Sue d'entraîner ses lecteurs dans différents milieux sociaux. Et enfin, Les Mystères de Paris, donc véritable phénomène de 1842, est aussi l'un des premiers exemples, certainement, à susciter un phénomène de reprise, d'imitation, puisque l'on va voir très vite d'autres auteurs proposer à leur tour des romans qui sont des mystères. Le jeune Paul Féval, qui commence tout juste sa carrière de romancier, se voit proposer d'écrire Les Mystères de Londres en 1843. Quelques années plus tard, Ponson du Terrail va publier Les Mystères du Temple. Le jeune Zola, qui commence aussi dans la carrière romanesque en 1867, publie Les Mystères de Marseille. Et puis il y aura Les Mystères de Bicêtre, Les Mystères du Nouveau Paris, Les Mystères de New York, et toutes les capitales d'Europe vont y passer, Berlin, Madrid, Londres, etc. On pourrait dire qu'à partir de cette année 1842, de la publication des Mystères de Paris, commence un âge d'or du roman feuilleton, du roman populaire qui paraît donc de manière épisodique dans la presse, puisque si l'on regarde les quelques mois qui constituent les années 1842-1843, on voit qu'après ce roman d'Eugène Sue, il y a donc Les Mystères de Londres de Paul Féval, que je viens d'évoquer, Le Château de Montbrun des Libertés, Les Trois Mousquetaires de Dumas, Le Juif errant d'Eugène Sue, encore un grand roman, Le Comte de Monte Cristo de Dumas, et Les Drames inconnus de Frédéric Soulier.
Et les tirages des quotidiens qui vont accueillir ces romans sous la forme de feuilletons augmentent aussi dans des proportions tout à fait étonnantes. Par exemple, la presse, qui avait débuté en 1836 autour de 60 000 exemplaires, va passer 10 ans après, en 1847, à plus de 150 000, donc aura plus que doublé. Et il faut tenir compte du fait, bien sûr, qu'un exemplaire d'un journal n'est pas lu que par une seule personne, n'est pas lu que par l'abonné, mais souvent par son entourage, par les domestiques éventuellement, et parfois des voisins. Donc on peut multiplier ce nombre par 5, 6 ou 7 peut-être. Alors il faut préciser que les romans feuilletons ne sont pas le seul support qui vont manifester l'essor des romans populaires au XIXe siècle. Il y aura aussi d'autres formes de publications qui vont apparaître. Et l'une d'entre elles va recevoir l'appellation de roman-journal. C'est une publication, là aussi, régulière, mais où les romans ne paraissent pas au quotidien, mais plutôt de manière hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, le roman-journal se présente sous la forme d'une 16 pages ou un peu plus parfois, proposant 3 ou 4 extraits de romans qui sont donc publiés en parallèle, et chacun de manière échelonnée. Et cette nouvelle forme de publication, le roman-journal, va connaître un énorme succès à partir des années 1850. On va en voir apparaître une cinquantaine de titres pendant une vingtaine d'années. Et certains auront d'ailleurs une durée assez longue. Le journal du dimanche, par exemple, créé en 1855, va paraître jusqu'en 1901, donc avec une publication régulière. Alors bien sûr, les lecteurs vont y retrouver parfois des romans qu'ils ont déjà lus, qui sont déjà parus ailleurs, mais certains romans journaux, par exemple le Journal pour tous, s'attachent à ne publier que des textes inédits. Alors, il n'y a pas encore véritablement, on le voit, de collection populaire lorsque ces romans paraissent dans la presse dans les années 1830-1850. Il n'y a pas d'équivalent à bon marché de volume que l'on puisse se procurer en librairie. Cela ne va apparaître que vers 1857, où un éditeur qui s'appelle Havard va lancer la Bibliothèque pour tous, première collection populaire vraisemblablement, tout au moins à qui on puisse donner ce nom, avec des textes complets qui sont proposés pour 50 centimes, sous la forme de grands formats, 21-29, avec une soixantaine de pages souvent. Alors 50 centimes, l'achat d'un roman complet, pour avoir une idée, il faut penser qu'à l'époque, par exemple, un bon ouvrier, un ouvrier qualifié, comme on dirait aujourd'hui, gagne 4 francs par jour. Donc 50 centimes, c'est une dépense importante, mais qu'il peut se permettre. Un domestique gagne un peu moins, c'est-à-dire 60 centimes par jour, mais il est souvent nourri et logé. Donc ça diminue, si on peut dire, les dépenses auxquelles il peut faire face. Et donc dans cette bibliothèque pour tous, qu'on peut considérer comme la première collection de romans populaires, vont paraître des romans de Paul Féval, Emmanuel Gonzalez, Frédéric Soulier, Ponson du Terrail, et il y aura plus de 160 titres qui vont ainsi paraître pendant 3-4 ans. J'arrive dans les années 1857-1860, où va se produire un nouveau tournant dans cette histoire des romans populaires, c'est l'apparition de Rocambole. Rocambole est un personnage créé par l'écrivain Alexis Ponson du Terrail, et il va amener une mutation dans ce que l'on a vu jusque-là du roman populaire. D'abord parce que c'est un premier personnage récurrent, premier personnage donc qui revient dans plusieurs volumes. Alors vous me direz que ça n'est pas totalement une nouveauté, mais ce qui est particulier à Rocambole, c'est qu'il est d'abord un personnage secondaire. Dans les premiers romans de la série, il est un personnage presque épisodique. Et puis, peu à peu, il va occuper une place primordiale en étant le personnage principal. Et puis, il va également évoluer, ce qui est nouveau. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, au début, est du côté des bandits, des malfaiteurs, et il aura une reconversion. Il va devenir un justicier, donc passer, si on peut dire, du côté du bien. La publication de Rocambole coïncide aussi avec la naissance en France d'une presse populaire véritablement qui apparaît dans les années 1860, en particulier avec un entrepreneur qui s'appelle Milot, qui va lancer le petit journal
Petit journal qui a comme caractéristique d'être facile à lire, avec des faits divers, on appâte le lecteur souvent avec une illustration en couverture. Et puis le premier numéro va être lancé avec toute une publicité, des affiches dans les rues de Paris. Et la nouveauté du petit journal aussi, c'est qu'il ne se vend plus par abonnement. On n'a pas à faire face à cette dépense, on peut l'acheter au numéro. Et même on peut l'acheter dans la rue, puisqu'il y a des vendeurs qui parcourent les rues des grandes villes et qui les proposent aux personnes intéressées. Le petit journal va connaître aussi des chiffres tout à fait importants, puisque là aussi on tourne autour parfois de 400 000 exemplaires vendus. Donc là encore, en multipliant le nombre des lecteurs par X. Et donc le phénomène de rocambole est lié aussi à ce lancement du petit journal, de la petite presse, puisque certains de ces romans vont y être accueillis. On pourrait dire donc Ponson du Terrail apporte cette nouveauté qui est l'idée de la série organisée autour d'un personnage que l'on retrouve, qui revient, invention qui aura une importante postérité, on le sait. Et puis, c'est également une sorte d'histoire sans fin, c'est d'ailleurs le rêve de Ponson du Terrail lui-même, qui rêve d'un roman qui ne finirait jamais. Et à sa disparition, Ponson du Terrail meurt en 1871, le personnage de Rocambole sera effectivement repris par d'autres. Donc, premier exemple aussi, sans doute, d'un personnage qui vit même après la disparition de son auteur. Et puis, une dernière particularité aussi, c'est que Ponson du Terrail introduit une écriture nouvelle, une écriture plus rapide que ses auteurs de la génération qui le précède. Et un critique, d'ailleurs, a souligné le fait que ce qui lui a valu sans doute l'intérêt d'un vaste public, c'est sa capacité à lancer l'action dans une frénésie parfois intense, d'où vient sans doute le qualificatif de rocambolesque que l'on emploie encore aujourd'hui. Alors, si on fait un petit constat déjà de cette période, les années 1830 à 1860, on constate un essor extraordinaire du roman en France, assez extraordinaire puisque au début du siècle, le roman est considéré comme un genre mineur par rapport à la poésie, au théâtre, et que désormais, le roman va être choisi par des auteurs très divers d'ailleurs. Alors j'en reviens à la distinction que j'évoquais en introduction, c'est-à-dire que certains vont poursuivre leur perspective d'une littérature élitiste s'adressant à un petit nombre de lecteurs. Et nous verrons par exemple Balzac publier des romans en leur donnant une étiquette étude philosophique, donc ce qui fait plus sérieux que de publier un simple roman. Stendhal, conscient lui aussi du petit nombre de lecteurs auxquels il s'adresse, va, on le sait, dédier la Chartreuse de Parme en 1839 à The Happy Few, c'est-à-dire le petit nombre des lecteurs auxquels il souhaite s'adresser. On verra même quelques années plus tard Gustave Flaubert chercher, comme une sorte d'idéal, un roman sans intrigue, un roman où il ne se passerait rien. Et donc là, nous avons des représentants d'une littérature élitiste qui se différencie donc des Dumas, Suff, Féval, Ponson du Terrail, en ce que, à mon avis, ils ne se reconnaissent pas comme des conteurs. Et à l'inverse, les auteurs de romans populaires vont proposer à leurs lecteurs des intrigues qui vont les passionner, des personnages qui les fascinent. Eux cherchent au contraire à distraire avant tout ces lecteurs auxquels ils s'adressent. Alors je vais avancer de manière un peu rapide parfois, aborder déjà la fin du XIXe siècle, en étant bien conscient donc que cette histoire des romans populaires, je la brosse à grands traits. Mais l'intérêt, c'est que sous la Troisième République, il y a un nouvel âge d'or du roman populaire, une nouvelle période intense, où l'on voit se développer à nouveau la presse, où l'on voit apparaître des nouveaux auteurs et également de nombreuses collections qui vont permettre désormais au public de retrouver ce type de roman qu'il recherche. Ce foisonnement éditorial donc, qui a lieu à la fin du XIXe siècle est lié bien sûr aussi à la démocratisation de la lecture, et donc avec cette mise en place aussi d'une éducation pour tous que plusieurs gouvernements vont développer à partir des années 1880. Donc la presse va se développer dans ce dernier quart du XIXe siècle. On va voir naître des grands journaux nationaux qui vont durer parfois jusqu'aux années 1940, le Petit Parisien, le Matin, le Journal. Et ce phénomène
concerne aussi la province, puisque dans les grandes villes, la plupart des grandes villes des régions françaises, on va voir aussi naître et se développer des journaux quotidiens. On a évalué qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait à peu près 200 titres quotidiens en France, ce qui est énorme, et ce que ça veut dire dans chaque région, plusieurs journaux quotidiens qui paraissaient. La formule des romans-journaux va également être revivifiée par un certain nombre d'éditeurs à la fin du XIXe siècle. Et certains se lancent aussi dans des opérations de publication par livraison, avec parfois des romans énormes qui vont paraître sur à peu près 200 livraisons hebdomadaires, donc sur une durée de parfois 2 à 3 ans, faisant parfois mettant à dure épreuve la patience des lecteurs. Dans cette même époque, nous voyons arriver une nouvelle génération de romanciers, même si l'on publie toujours ce qu'on pourrait appeler les classiques, Féval, Ponson du Terrail, Dumas, Gensu. On voit arriver de nouveaux romanciers que bientôt ces quotidiens vont se disputer. Des gens dont les noms sont bien oubliés aujourd'hui, des gens comme Jules Marie, Xavier de Montépin, Charles Mérouvel, Émile Richebourg, Pierre de Courcelles. Et puis, surtout, le phénomène sur lequel je voudrais insister pour cette période, c'est l'apparition de genres qui sont ceux que nous connaissons encore aujourd'hui. Il y a la naissance d'un roman qui s'appelle le roman judiciaire et qui bientôt va devenir le roman policier. Gaboriau étant souvent considéré comme l'un des premiers auteurs ayant, avec l'affaire Le Rouge, en 1865, réalisé un premier roman judiciaire. Il va y avoir aussi l'espionnage, qui apparaît à la suite de la guerre de 1870, de la défaite de la France, et qui va être un genre, lui aussi, souvent lié aux événements internationaux. Mais c'est peut-être le genre de la science-fiction qui se développe de la manière la plus étonnante à la fin du XIXe siècle. Alors, j'emploie ce terme tout en sachant que le genre ne va être baptisé ainsi que longtemps plus tard, mais un certain nombre de romanciers vont s'attacher à publier des récits qui sont déjà de la science-fiction, en particulier celui qui me paraît le plus important, Albert Robida, qui est à la fois dessinateur et écrivain et qui publie plusieurs ouvrages avec des projections sur l'avenir, des récits tout à fait étonnants, comme le XXe siècle ou la vie électrique. À côté de Robida, il y a d'autres auteurs aussi qu'il faut mentionner. Par exemple, chez l'éditeur Hetzel, on cite souvent Jules Verne, qui, à mon avis, est beaucoup moins dans ce mouvement de la littérature de science-fiction et davantage un auteur de romans d'aventure. Mais chez Hetzel, il y a d'autres romanciers, par exemple André Laurie, qui lui est certainement un des auteurs de cette science-fiction du XIXe siècle que l'on oublie souvent. Il faudrait citer aussi Georges Lefort, qui, avec Henri de Graffigny, va par exemple projeter une expédition de savants dans l'espace, dans le système solaire, ou bien le capitaine d'Henritte, qui imagine des guerres futures, les guerres que la France pourrait mener contre différentes nations, différents peuples. Et j'en arrive au début du XXe siècle, où nous allons voir à nouveau ce paysage des romans populaires un peu bouleversé par des éditeurs qui vont proposer donc ces nouvelles collections dans lesquelles les romans populaires vont toucher leurs lecteurs. Il y a en particulier le lancement en 1905 d'une collection qui s'appelle le Livre populaire, qui est créé par l'éditeur Fayard. Éditeur importante parce qu'elle va viser à une très large diffusion. Elle est proposée pour 65 centimes le volume, mais des volumes qui comportent 400 à 600 pages et qui sont vendus, donc 65 centimes, c'est l'équivalent de à peu près 2 € aujourd'hui. Et l'événement éditorial serait d'une telle portée que, apparemment, d'après les chiffres que l'on a, le premier volume de la collection, qui est un roman de Charles Mérouvel, un titre que j'adore, Chaste et flétri, ce premier roman, donc paru en 1905, se serait vendu, les 200 000 exemplaires seraient partis en une semaine, donc ce qui atteste bien un nombre de lecteurs tout à fait important. Alors, ce livre populaire va être une collection importante qui n'est pas marquée par un genre précis. On y trouve des romans d'aventure, des romans historiques, des récits judiciaires, des mélodrames. Il va y avoir d'ailleurs
sous-collections qui vont être parfois consacrées à un auteur. Par exemple, Ponson du Terrail aura sa collection dans le livre populaire. Et puis il y aura aussi le phénomène Fantomas qui va apparaître dans une des séries du livre populaire. Fantomas, roman publié entre 1911 et 1913, créé par Pierre Souvestre et Marcel Alain, deux auteurs, et qui invente une formule nouvelle qu'on pourrait appeler le feuilleton mensuel, puisque cette fois, le Fantomas est donc un immense roman qui comporte 32 volumes, chacun étant publié régulièrement chaque mois, et ce qui veut dire que donc les lecteurs, de mois en mois, doivent attendre la suite des épisodes et retrouver donc les différents personnages sur une durée, encore une fois, importante. Premier exemple d'un roman aussi qui va passionner différentes catégories de lecteurs. Fayard ne sera pas le seul à proposer cette formule du roman à bas prix. Très vite, l'éditeur Talandier, en 1908, va lancer lui aussi une collection qui s'appelle le Livre National, qui est presque une sorte de label d'ailleurs, puisque sous ce titre Livre National, on va trouver plusieurs collections. L'une qui se présente avec un cadre bleu qui accueille plutôt des romans d'aventure, romans jouant sur l'exotisme historique ou géographique, et puis une autre série avec un cadre rouge qui accueille plutôt des romans sentimentaux, des drames judiciaires. Et puis également, un troisième éditeur, Rouff, va créer le livre illustré, qui sera vendu lui aussi au prix de 65 centimes, donc concurrence directe au livre populaire de Fayard. Et puis un quatrième éditeur, alors intéressant aussi parce que nous allons le retrouver, qui s'appelle Ferenczi. Ce sont des frères qui sont arrivés en France, les frères Ferenczi, et qui vont créer, eux, des petits livres, des livres de petit format. Et en particulier, la première collection qu'ils lancent en 1912 s'appelle justement le Petit Livre, donc format à peu près 11 cm de largeur sur 14 cm de hauteur. Mais ça va être une énorme collection, donc petite par ses dimensions, mais elle va avoir une durée importante, créée en 1912, elle va paraître jusqu'en 1958 et compter jusqu'à plus de 2000 titres à son catalogue. Et à côté du petit livre, Ferenczi va créer, les frères Ferenczi vont lancer bien d'autres collections. Ce bouillonnement des romans populaires au début du XXe siècle est marqué aussi par l'arrivée de personnages, des héros, qui sont assez marquants et mettent parfois dans l'ombre les auteurs qui les ont imaginés. On constate en effet que, vraisemblablement, pour les lecteurs de l'époque, c'est davantage le personnage qui leur parle plutôt que le nom de l'auteur. Et on va voir ainsi Arsène Lupin, Rouletabille, Zygomar, Fantomas déjà évoqué, mais aussi des personnages qui sont nés dans d'autres pays et qui sont traduits en France, l'un des plus célèbres étant Sherlock Holmes, dont les enquêtes sont très vite proposées aux lecteurs français, et il sera suivi de deux héros venus des États-Unis, Tarzan et Zorro. Et puis il y a aussi l'expérience tout à fait intéressante d'un éditeur allemand qui s'appelle Eichler, qui s'installe à Paris, qui installe une succursale à Paris pour diffuser des fascicules consacrés à des personnages, donc des séries d'aventures de différents héros qui sont vendus donc sous la forme de récits complets chaque semaine, 32 pages. Et on peut y lire donc des aventures à la fois de personnages plus ou moins réels comme Buffalo Bill ou le détective Nick Carter, des histoires de pirates, des histoires qu'on pourrait appeler de western, Sitting Bull, Texas Jack, ou bien des récits policiers également. Et ces séries jouent véritablement le jeu de l'anonymat, puisqu'on ne sait bien souvent pas qui en étaient les auteurs, ni les traducteurs, puisque ce sont des histoires qui viennent d'Allemagne, d'Amérique ou de Grande-Bretagne. J'arrive aux années 1910, où là il va y avoir deux événements marquants. Vous devinez sans doute lesquels. Le premier, c'est l'arrivée du cinéma. Une invention qui va profondément transformer le XXe siècle. Événement important puisque ça va devenir une nouvelle distraction populaire. Mais curieusement, le cinéma ne menace pas à ses débuts la lecture. Au contraire, on pourrait même dire qu'ils font bonne entente, puisque le cinéma va donner naissance à un genre nouveau,
qui va s'appeler le ciné-roman. Que va-t-il se passer? Les films sont projetés sous forme d'épisodes, donc eux aussi sous forme presque de feuilletons sur plusieurs semaines, et pour que les spectateurs qui n'ont pas pu parfois assister aux premiers épisodes puissent se raccrocher aux projections, il est envisagé d'en publier le récit sous la forme d'un texte qui va être donc écrit, publié sous la forme d'un livre ou dans la presse. Et le premier exemple de cette entreprise, c'est le film américain Les Mystères de New York, qui arrive en France en 1915, qui va être projeté donc sous cette forme de 8 à 9 épisodes étalés sur plusieurs semaines. Et le récit en est écrit par un romancier, Pierre de Courcelles, qui publie donc les épisodes dans le journal le matin, à mesure que le film est projeté. C'est donc une nouvelle forme de feuilleton qui apparaît ainsi, à la fois feuilleton dans la presse et feuilleton aussi projeté sur les écrans. Et bien sûr, les périodiques qui se lancent dans cette entreprise ou les éditeurs qui souhaitent publier ces ciné-romans vont faire appel souvent à des romanciers populaires déjà connus, Gaston Leroux, Maurice Leblanc. Donc les papas, si on peut dire, de Rouletabille et d'Arsène Lupin seront mis à contribution, mais aussi Jules Marie, Arthur Berned, etc. Et puis le deuxième événement de ces années 1910, c'est bien sûr la guerre, la Grande Guerre, la guerre 14-18, qui se déclenche, et un certain nombre d'auteurs de romans populaires vont s'arrêter d'écrire pour partir sur le front, mais certains vont aussi s'engager en quelque sorte sur le papier. Et il y a ici une entreprise tout à fait intéressante qui est lancée par Rouff, l'éditeur Rouff, qui va créer une collection qui s'appelle Patrie, collection lancée en 1917. Ce sont des petits récits de 24 pages qui racontent les exploits des soldats français sur le front, dans différents lieux de bataille. Alors bien sûr, le patriotisme y domine, on est là devant une littérature de propagande, mais l'originalité, c'est que Rouff va faire appel à des auteurs de romans populaires pour rédiger un certain nombre de ces récits. On pourrait dire d'ailleurs aussi qu'un certain nombre de personnages eux-mêmes sont engagés. On va retrouver sur le front Rouletabille ou Arsène Lupin portant l'uniforme, se livrant parfois à des missions qui ressemblent à de l'espionnage pour essayer de surprendre les secrets des ennemis. Alors j'aborde maintenant une période qui va couvrir un temps un peu plus long, que je vais dater assez précisément de 1916 à 1940, ce qu'on pourrait appeler l'entre-deux-guerres, et qui est une période où les genres populaires vont s'affirmer à travers des collections cette fois. Alors pourquoi 1916? Parce que c'est la date où l'éditeur Ferenczi va lancer une collection intitulée Le roman policier. Alors ça peut paraître étonnant, mais il faut se dire que la Première Guerre mondiale, n'arrête pas l'activité d'édition, parce que, en particulier, les soldats lisent dans les tranchées. Ils ont besoin de lecture, ils en demandent, ils en réclament, et particulièrement ces petits livres, ces livres de petit format qu'ils peuvent très facilement glisser dans une poche, dans leur musette, etc. Et donc Ferenczi lance une collection de romans policiers en 1916, en pleine guerre, qui va être suivie après la fin du conflit, par d'autres collections, où l'on va trouver un certain nombre de nouveaux auteurs, des noms qui n'étaient pas apparus jusque-là, Max-André Dazergue, Jean de Lahire, Paul Darcy, Georges Simes, Christian Bruls, et ces deux derniers noms d'ailleurs sont des pseudonymes de quelqu'un que l'on va retrouver un peu plus tard, c'est Georges Simenon. Alors, à la même époque, il faut le souligner, le roman que j'appelle élitiste, la littérature qui se veut légitime, se fait volontiers plutôt psychologique. Elle tourne le dos précisément à l'aventure, elle s'appuie sur une profondeur de l'individu et va se mettre à privilégier l'analyse plutôt que l'intrigue, ce que ne font pas bien sûr les romanciers populaires qui jouent la carte de l'imaginaire. Et d'ailleurs, il faut le souligner, depuis le début du XXe siècle, avec le livre populaire en particulier, les livres sont illustrés, ils ont des couvertures, souvent en couleur, qui, je le dirais précisément, invitent le lecteur à dépasser la page de la couverture pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur.
Ce sont souvent des scènes fortes qui sont représentées en couverture pour inviter le lecteur à lire le livre. Dans cette période, les genres se cherchent encore un peu. La science-fiction, par exemple, n'a pas de collection spécialisée. On la trouve plutôt dans des collections de romans d'aventure. L'espionnage flotte encore un petit peu aussi, cherchant à se distinguer tantôt du roman policier, tantôt du roman d'aventure. Et le western également, qui se développe sous la forme d'ouvrages en même temps qu'au cinéma, reste encore mêlé avec le genre de l'aventure. Le genre qui, lui, s'affirme véritablement, donc c'est le roman policier, puisque je le disais tout à l'heure, il y a cette collection lancée en 1916 par Ferenczi, et puis il va y avoir bien d'autres collections ensuite. L'une d'entre elles, c'est la collection Le Masque, qui est lancée en 1927 par la librairie des Champs-Élysées. Et à ce propos, il faut aussi évoquer l'entreprise des éditions Fayard qui, en 1931, vont demander à Georges Simenon de lancer un personnage d'enquêteur, le commissaire Maigret. Ce sera un lancement véritablement presque publicitaire, où le Fayard va annoncer à tout Paris, qui est invité lors d'une soirée, que Georges Simenon va proposer désormais chaque mois un nouveau roman racontant les enquêtes du commissaire Maigret. Une époque qui est marquée aussi, cet entre-deux-guerres, par l'arrivée de la TSF, comme on l'appelle, on ne dit pas encore la radio. Les postes vont se multiplier chez les particuliers. En 1931, on a déjà 500 000 récepteurs. Il y en aura 3 millions en 1936, 5 millions en 1939, à la veille de la guerre. Et bien sûr, si la radio est un instrument d'information, d'éducation, elle est aussi un instrument de distraction. Et très vite, ce médium va aussi passer à des feuilletons radiophoniques. En particulier, d'ailleurs, dans le domaine du policier, on va très vite adapter des romans connus ou demander parfois à des auteurs d'écrire directement des feuilletons pour la radio. Et symboliquement, à la même époque, dans ces années 30, le roman feuilleton disparaît des grands quotidiens. Il s'efface petit à petit des grands quotidiens nationaux, comme si ce support désormais ne parlait plus à leurs lecteurs. Alors je vais passer rapidement sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est une période très complexe et donc il faudrait soit entrer dans les détails, soit très vite l'évoquer simplement. Un point important, c'est que pendant l'occupation allemande, les Français lisent encore beaucoup et il y a des éditeurs qui continuent leur activité d'édition, un peu restreinte puisqu'il y a une restriction du papier, et donc ils ne peuvent pas sortir autant de livres, autant de volumes qu'ils le voudraient. Et puis certaines maisons d'édition aussi, il faut le dire, sont frappées par l'occupant, parce qu'elles sont considérées comme des maisons d'édition tenues par des responsables d'origine juive. Les éditions Offenstadt en particulier, et les éditions Ferenczi vont être donc dépossédées de leurs biens, mis sous séquestre, et arrêter complètement leur édition. Et donc après la guerre commence une nouvelle époque pour le roman populaire, les années 1950, et j'irai jusqu'en 70-80 peut-être, avec l'arrivée de nouveaux auteurs, de nouvelles collections, de nouveaux éditeurs aussi. Donc, 3 exemples là encore pour aller à l'essentiel. L'éditeur Gallimard, qui jusque-là était donc plutôt un éditeur considéré comme tourné vers une littérature élitiste, va créer une collection policière, la Série Noire, en 1945, collection qui va être dirigée par Marcel Duhamel et qui, à ses débuts, d'ailleurs, n'accueille que des traductions des auteurs de romans américains, anglo-saxons, qui sont donc traduits, proposés aux lecteurs français. Ce sont des romans de Chandler, McCoy, Dashiell Hammett, etc. Et avec une présentation qui va très vite attirer l'œil des lecteurs dans les librairies, une couverture cartonnée, jaune et noire, qui connaît un très grand succès, y compris d'ailleurs dans les élites intellectuelles, même si certains se cachent parfois pour lire ces romans. Deuxième entreprise, c'est Fleuve Noir, une maison d'édition qui est créée en 1949 par Armand de Caro, avec une perspective tout à fait différente, puisque Fleuve Noir va chercher une diversification des genres,
Chaque collection va être consacrée à un genre. Il y aura le policier, l'espionnage, le fantastique, la science-fiction, les aventures, la guerre. Et l'autre originalité de Fleuve Noir, donc de son directeur Armand de Carreau, va être aussi d'aller chercher essentiellement des auteurs francophones, donc de refuser les traductions. Alors je dis francophones puisque ce sont des Français et également des Belges qui, pour un certain nombre, vont trouver là l'occasion de publier des romans suite à une situation un peu complexe en Belgique. Certains d'ailleurs de ces auteurs francophones prendront des pseudonymes d'allure anglo-saxonne, un petit peu en se disant que l'Amérique étant bien vue, ce sont les libérateurs, ça fait parfois mieux d'être considéré comme un auteur étranger que français. Et puis, dernier intérêt de Fleuve Noir, c'est qu'il va chercher aussi de nouveaux circuits de distribution. Il ne va pas chercher à être diffusé uniquement dans les librairies, comme ses confrères éditeurs, mais aussi à prospecter tous les lieux possibles où l'on peut toucher le public, y compris ces cafés, tabac, épiceries que l'on rencontrait dans les années 50 dans certains villages en France. Et puis, il faut mentionner aussi, bien que ça ne soit pas français mais belge, aussi les éditions Gérard qui vont lancer une collection Marabout qui va être une expérience tout à fait intéressante de livres en format de poche, souvent d'un volume assez épais, où l'on va trouver des romans policiers, romans sentimentaux, romans historiques, avec peu à peu des multiplications de collections. Là aussi, à côté de la collection Marabout, il y aura Marabout géant qui va accueillir des ouvrages de gros format, où les romans populaires auront une place importante, des rééditions, des classiques, Dumas, Gensu, Ponson du Terrail, Féval, et puis des créations de collections nouvelles aussi, comme Marabout Junior, qui va en particulier accueillir le personnage de Bob Moran, qui touchera un bon nombre d'adolescents. Certains genres vont, dans cette période de l'après-Seconde Guerre mondiale, connaître un véritable essor. Alors, là aussi, je ne vais pas multiplier les exemples, mais l'espionnage est tout à fait intéressant à observer, puisque le genre du roman d'espionnage est toujours lié aux relations internationales, aux événements historiques et des relations entre nations. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide va faire naître un nouveau contexte et donc la naissance de personnages d'espions tout à fait intéressants pour des romanciers. On va voir arriver en 1949 OSS 117, qui est créé par Jean Bruce, alors, qui est un espion américain, mais qui a une lointaine origine française. Quelques années plus tard, Paul Kenny, au Fleuve Noir, va créer le personnage de Francis Copeland. Et puis on va voir arriver aussi un espion britannique qui va bientôt, je dirais, occuper le terrain. C'est James Bond, créé par Ian Fleming en 1953 également, qui est très vite traduit en France. Il y a aussi un auteur qui s'appelle Pierre Nord, qui a déjà publié des romans avant la guerre et qui va être chargé de créer deux collections chez Fayard, une collection policière et une collection d'espionnage, dans laquelle il va essentiellement d'ailleurs publier ses propres textes. Et puis dans les années 60, un tournant qui va marquer l'espionnage, c'est l'arrivée du personnage de SAS, créé par Gérard de Villiers, qui propose une nouvelle forme d'espionnage, peut-être plus documentée, plus inscrite dans les relations internationales, mais où la violence et la sexualité vont aussi occuper une place importante. Je pourrais prendre aussi l'exemple de la science-fiction qui, dans les années 50, va aussi connaître un essor tout à fait extraordinaire, puisque là également, les lecteurs français vont découvrir des auteurs anglo-saxons qu'on leur propose en traduction, et plusieurs collections vont être créées dans les années 50-60. Et puis, le roman policier, qui est, je dirais, le phénomène de cette fin de XXe siècle, puisque c'est le genre qui est peut-être le plus en expansion, avec d'innombrables collections, de très nombreux nouveaux auteurs, un renouveau du roman policier d'énigmes grâce à des auteurs anglo-saxons qui sont traduits, mais également de plus en plus des traductions venant d'autres pays. Et puis des auteurs français qui vont lancer à la suite de mai 68 ce qu'ils vont appeler le polar, donc un roman policier nouveau, plus engagé, plus social, des gens comme Manchette, Thierry Jonquet, Dan Hanks, et où l'on va voir aussi arriver dans ce genre du roman policier à la fin du XXe siècle des auteurs
des romancières comme Maud Tabachnik ou Fred Vargas, qui apportent un véritable renouveau à ce genre. Alors la question qui se pose, c'est et aujourd'hui, que se passe-t-il? Où en sommes-nous? Y a-t-il des romanciers populaires? Peut-on trouver véritablement l'équivalent de ce qu'était au XIXe siècle Alexandre Dumas, Gaston Leroux, Ponson du Terrail, Eugène Sue? Et je dirais que à cette question, il est difficile de répondre. Parfois, la réponse qui nous est proposée, c'est Stephen King, romancier américain, qui effectivement publie de très nombreux récits, qui a une production importante en librairie et dans la presse, qui publie aussi sous la forme de feuilletons, dont les œuvres sont adaptées au cinéma, à la télévision, et qui effectivement jouit d'un lectorat tout à fait important. Ou bien est-ce que ce sont des phénomènes comme Joanne Rowling, l'auteur de Harry Potter, avec un engouement extraordinaire à la sortie de chacun des volumes, ou bien le phénomène de Millennium, Stieg Larsson. Bon. Seront-ils vraiment encore lus dans 50 ans, dans 100 ans, comme nous lisons encore les romanciers du XIXe siècle? J'avoue que je ne le sais pas. Mais ce qui est évident, c'est que le feuilleton a aujourd'hui trouvé un autre médium que la presse. C'est désormais à la télévision que des millions de spectateurs regardent chaque jour des épisodes qui sont quotidiens, hebdomadaires ou plus irréguliers, de feuilletons, de séries. Et ces séries ou ces feuilletons télévisés présentent effectivement des similitudes avec les romans populaires, avec les romans feuilletons, les romans en livraison. Ils s'appuient sur des personnages que l'on retrouve régulièrement, qui parfois évoluent. Ils ont un rythme de diffusion relativement régulier. Ils abordent les mêmes genres. On peut s'amuser à les énumérer, hein, le policier, le sentimental, l'aventure, science-fiction, fantastique, mélo, western, espionnage, hein, tout y est représenté. On pourrait donc se dire, peut-être, est-ce que les romans populaires imprimés ont aujourd'hui disparu? Bon, l'avenir nous le dira, c'est tout le problème de la lecture et de la vie des livres qui se pose aujourd'hui en ce début de XXIe siècle. Pour conclure, je dirais que ces auteurs de romans populaires n'ont souvent pas eu de prétention artistique. Ils se différencient en cela, encore une fois, de ces romanciers élitistes que l'on a mentionnés parfois. Ils ont cherché avant tout à distraire leurs lecteurs. Alors, est-ce que pour autant il faut réduire leurs œuvres en les considérant uniquement comme un simple produit de consommation? Je pense que c'est une erreur, précisément. D'abord parce que même s'ils ont écrit uniquement pour distraire, on pourrait dire qu'une œuvre dépasse toujours les intentions de son auteur. Mais ces romans sont aussi révélateurs d'un état d'esprit d'une époque. Lorsqu'on les regarde aujourd'hui, ils sont des témoignages pour l'historien des mentalités. Ils reflètent les envies, les craintes d'une société. Et puis, surtout, ils ont, je crois, encore un intérêt littéraire. Ce sont, pour un certain nombre d'entre eux, des œuvres majeures, à la fois pleinement inscrites dans leur temps et porteuses d'éléments intemporels. Et certains personnages, en particulier, ont acquis une véritable existence immortelle. Donc pour terminer, je dirais que les romans populaires sont un phénomène culturel profond, dont l'importance n'a certainement pas encore été totalement mesurée. Donc, je dirais, à suivre.